Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous nous regardez chez vous. Merci de votre fidélité et continuez à réagir. GG au 8037, sinon vous partez sur notre site internet. Avec plaisir, on va essayer de prendre vos propos en compte. Voilà, Djibril, on va continuer, voilà, pourquoi pas, à analyser avec ces nominations. Entre autres, on parlait de Mami Diaby, entre autres, je le disais tantôt, il a sa place. Oui, il y a d'autres aussi qui sont revenus un petit peu quand même. Oui, mais c'est quand même, en ce qui concerne Mami Diaby, c'est quand même un homme du sérail. Il vient du secteur de télécommunications et il y a une nouveauté au niveau de ce département. On parle cette fois-ci de l'économie numérique. Vous savez, c'est un secteur qui prend de l'ascension depuis maintenant de nombreuses années. Donc c'est bien que le chef de l'État ait tenu compte de cela. Mais il y a une remarque qu'on n'a pas faite sur la structure gouvernementale. Vous l'aurez remarqué, l'ossature telle que présentée par le Premier ministre n'a pas finalement été reconduite par le président de la République, parce que la première mouture de l'ossature gouvernementale prévoyait le ministère de la réconciliation nationale. Ce ministère s'efface au profit de celui de l'unité nationale et de la citoyenneté, qui revient à M. Khalifa Gabi. Autre changement dans cette équipe gouvernementale, c'est une présence renforcée, je dirais, entre guillemets, des femmes. Il y a quand même 7 femmes dans cette équipe gouvernementale, et pas des moindres. Et c'est des femmes qui sont très cotées et qui ont une compétence avérée. Je parle notamment de la nouvelle chef de la diplomatie guinéenne, Makale Camara, qui a été jadis ministre de l'agriculture sous Conté et qui a occupé de très hautes fonctions, notamment au niveau de la représentation diplomatique de la Guinée en France et au Sénégal. Il y a aussi la confirmation des ministres, mais comme le ministre porte-parole du gouvernement. Et là, pour le coup, non, pas du tout, c'était pas une surprise. Je pense que Albert Damantan Camara a fait son boulot. Il a tenu son rang. Et je pense que ça ne surprend personne qu'il soit. Mais il y a quand même ce qui m'a surtout frappé. On a parlé d'un grand chambardement. Bon, il n'y a peut-être pas eu de chambardement dans cette équipe gouvernementale, mais il y a quand même eu le départ de pas moins de 15 ministres. 15 ministres, dont Loussé Nifal, qui confirme bien évidemment l'état de ses relations avec le chef de l'État. On l'a entendu la dernière fois dans cette même émission, jouer la carte de la diplomatie pour dissimuler un peu l'état de ses relations avec le chef de l'État. On sait que ses relations avec le chef de l'État étaient devenues exécrables. Et puis il y a aussi le cas de Koutoubou Sano, l'indéboulonnable Koutoubou Sano, et son arrestation prétendue, sa prétendue arrestation annoncée par certains sites était en quelque sorte un signe avant-coureur de son départ. Donc il y a des ministres qui sont entrés en disgrâce et dont l'éviction ne nous surprend guère. Donc globalement, je pense que le chef de l'État a tantôt révolutionné, parce que ceux qui sont venus, Mohamed Mara le disait tantôt, c'est des gens quand même qui ont une compétence avérée dans leur domaine. Allez-y, mon cher. Sans oublier l'entrée en liste de certains jeunes, comme Siakabari au sport, qui a longtemps exercé au ministère de l'Éducation, si je ne me trompe pas. Mais il y a aussi le départ de Faucon, faut pas l'oublier, comme Yann Sané, qui était aux finances et qui est venu aux mines et qui s'en va avec son homme rouge. Et ça, c'était un faucon. Ça va vous faire. Mais oui, mais il va partir avec. Mais non, il va partir avec. Il part toujours avec, vous verrez. Donc, il y a le départ de ce faucon-là. Merci qui... Non, mais si, c'était l'aile dure. C'était un peu l'aile dure du gouvernement Yann Sané. Donc, il faut quand même saluer cette initiative de rajeunir un peu le gouvernement avec... Donc, c'est passé par là,
c'est possible. Ouais. C'est un peu le bulldozer qui sert à la promotion des jeunes surtout. Exactement. Ouais. À racler la vieillesse et à placer plus ou moins on arrive de jeunes. Vue, hein. Qu'est-ce que tu racontes, moi j'ai beaucoup de choses contre eux. Ça c'est entre guillemets. Les grandes gueules. La promotion d'un Siaka Barry viendrait certainement de Doncas, puisqu'on sait que c'était proche à lui, même s'il est un peu familier avec Nantou Shérif. On aurait dit qu'elle aurait pistonné. Il y a aussi l'entrée en lice. Oui, mais c'est un gouvernement de piston. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que c'est la proposition du Premier ministre? C'est là où justement ça gêne. Parce que si c'était la proposition du Premier ministre, M. Youla, je ne crois pas que ce serait tous ces noms-là qui seraient dans ces listes. La plupart des ministres qui sont reconduits sont des barons du pouvoir ancien, des très proches, des lourds, comme on dit, du pouvoir Alpha Condé. Pas forcément, hein. Si, absolument. Eh ben... Vous me direz, monsieur Diané, que ce n'est pas un lourd. Vous me direz que le ministre Kabelé n'était pas un lourd. Maître Cheikh Sako n'était pas un lourd. Monsieur Kourma. Ça, ce sont les lourds, les poids lourds du pouvoir d'Alpha Condé. Et ceux qui sont venus sont plus ou moins ceux-là qui courtisaient, qui tournaient un rond dans le palais présidentiel et qui ont, à travers leur effort au sein du RPG, pour d'autres, à travers leur effort de proximité avec la grande cour, sont venus un peu, certainement, avec leurs compétences, apporter du nouveau dans ce gouvernement. Donc moi, ce que je salue, c'est quand même l'entrée en lice d'autant de femmes dans ce gouvernement. Et non seulement l'entrée en lice d'autant de femmes dans ce gouvernement, mais pour une fois, des femmes qui occupent des postes stratégiques et névralgiques de notre pays. Merci beaucoup. C'est ça qu'il faut saluer. C'est la fin du machisme. Un gouvernement féminisé, un gouvernement rajeuni, on en a suffisamment un peu plus féminisé par rapport au gouvernement précédent, bien sûr. Voilà. C'est de cette comparaison qu'il s'agit. Donc c'est quand même assez bien, ça a déjà été suffisamment, comme Mabakar le dirait, claironné. Maintenant on vient avec un autre aspect que moi j'ai observé, c'est que tous ceux qui viennent majoritairement, ce sont de grands économistes. C'est soit des Masters 2 ou des PhD, carrément en économie, en sciences du développement. Et ça présente cette équipe comme une équipe de challenge, une équipe de défi. Défi personnel d'abord, parce que pour les jeunes, c'est l'occasion de s'exprimer. Pour les jeunes, c'est l'occasion de se faire valoir. Ça, c'est déjà suffisamment motivateur. Et je pense que c'est un élément central qui va davantage jouer sur les résultats auxquels nous allons parvenir. Donc je pense que c'est une équipe, en tout cas des entrants, c'est une équipe de très grands compétents que nous avons là, qui peuvent justement apporter quelque chose de neuf. Et ça, c'est à saluer. J'ai tout de même une déception trois déceptions pour être plus précis par rapport à ce gouvernement-là. C'est M. Oyegui Lavogui, dont on a déjà parlé, je ne reviendrai plus là-dessus. C'est l'ancien ministre de l'élevage, M. Ousmane Diallo. On l'a reçu ici à l'intérieur de ce studio. Vous vous rappelez, sur tout son bilan en 2 ans, qu'est-ce qu'il nous a présenté? Un abattoir qui serait en construction. Un seul d'ailleurs. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que ça va être au niveau du tourisme et de l'hôtellerie avec un tel ministre. Déjà que ça n'allait pas vraiment, j'avais espéré que là, on aurait pu avoir du sang neuf. Quelqu'un ouvert au monde, qui sait un peu comment ça fonctionne ailleurs, qui pourrait apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de novateur dans le secteur du tourisme. Malheureusement, c'est pas venu comme ça, et je ne crois pas, avec un tel ministre, que notre tourisme va changer particulièrement. C'est une observation. La dernière déception, c'est bien Sanaba Kaba. Les autres étaient des hommes de l'ombre. Mais Sanaba Kaba, c'était quand même une femme qu'on a vue partout. Mouvement de Serret, elle était présente. Mouvement de propagande politique, elle était présente. C'est ça la vérité. Et je pense que si ce département a un mérite, c'est certainement ces cadres, directeurs nationaux, secrétaires généraux, qui ont abattu le gros du travail. Et ma plus grosse joie, c'est le départ de Makanera. Il ne nous aura pas mis au pas avant de lui-même avoir été mis au pas. Ah ben oui, c'est clair, c'est clair. Bah oui, on jubile. Franchement, allez-y. Mettez vos cœurs de côté si vous voulez, les gars. Allez-y. N'importe quoi. Mais Roby, toi, t'es un fou, franchement. Voilà, allez-y, Moussa Moïse. Ce que moi j'aimerais dire, parmi les ministres confirmés, beaucoup l'ont été parce qu'ils ont véritablement mouillé le maillot. Ils ont été des ministres loyaux envers le chef de l'État, qui ont quand même fait tout pour qu'il soit réélu.
Je parle de la majorité. Non, mais je donne mon point de vue. Parce que vous parlez de mouiller la chemise, vous parlez de loyauté. Si on va sur la base de ces critères-là, on ne peut pas comprendre l'éviction d'un ministre comme Banta Masso. Non. Écoutez, s'il vous plaît, arrêtez. Bien sûr. Allez-y. Je pense que certains ont été par leur loyauté envers le chef de l'État. Je parle donc les grandes gueules. Il y a plus loyal que dans cette catégorie de ministres. Il y a des ministres qui n'ont pas de résultats, qui n'ont pas d'acquis. Quand vous regardez au sein, même s'il y a des acquis, ce sont des acquis assez mineurs qu'on ne peut pas du tout bien évaluer. Il y a aussi des ministres qui sont restés parce que le chef de l'État a besoin de par leurs résultats, des résultats qu'ils ont eus. On peut citer le cas de Damantan, on peut citer encore le cas de M. Jeunesse et Emploi. Également, on peut citer le cas de Lucien Camara qui avait déjà commencé à casser et M. Yombuno qui aussi a pris part à de grandes conférences et qui essaye d'arranger le secteur. Mais ce qui importe, c'est qu'on puisse voir ce nouveau gouvernement à la tâche. Tous ceux dont on a parlé parmi les entrants, ils ont un bon CV, ils ont une bonne expérience. On attend de voir s'ils seront encore des victimes du système ou si ce sont eux qui sonneront le glas du système gangréné par la corruption, gangréné par le clientélisme, par l'affairisme, gangréné par tous les mots que nous connaissons et qui font de la Guinée aujourd'hui un pays qui peine à prendre son décollage économique. J'espère qu'ils comprendront que la tâche qui leur incombe, c'est une tâche d'espoir. On veut un nouvel élan pour notre pays. On veut que la Guinée change. Le chef de l'État ne peut pas, à mon avis, vouloir d'un changement et empêcher, par exemple, que M. Youla ait les coups de franche. On n'aimerait pas en voir ce chef d'État et qui, un an ou quelques mois plus tard, qui commencerait à s'opposer par exemple à cette décision du ministre. On aimerait voir le ministre jouir de ses prérogatives. Et autre chose. Ah non, mais il y a pas autre chose. Rapidement. Les grandes gueules. Ce à quoi on a assisté, c'est un premier jet. Alpha Condé, c'est un tout politique. On ne le connaît jamais assez. Vous voyez comment il nous a dribblé. Là où on attendait, il n'est pas allé là-bas. Il nous a dribblé, il a marqué le but. Là, vous allez voir que dans quelques mois... Vous êtes un opposant, Moussa? Non, je ne suis pas un opposant. Mais alors, pourquoi vous parlez comme ça? Quand je suis ces actes, j'ai l'impression que j'apprends en politique. J'apprends en politique. Sa déclaration le samedi passé. Dans quelques mois, et la formation du gouvernement, il y aura des naufragés. Merci des personnes qui seront débarquées. Allez-y, Mohamed Mara. Parce que ce n'est pas fini. Allez-y, Mohamed Mara. Lamine, n'oublions pas que le poste de ministre est avant tout un poste politique. Et pour qui sait qu'Alpha Condé est éminemment politique, dans le micro, je ne pense pas qu'Alpha Condé aurait commis la double erreur de nommer un premier ministre politique et un gouvernement qui ne l'est pas. Regardez, pour moi, il y a un savant dosage dans ce gouvernement. Quand vous prenez le côté compétence, on a l'impression aujourd'hui que la moitié quand même de l'équipe se renouvelle et que c'est avant tout des technocrates qu'on nous amène. Oui. Sur le plan politique, observons une chose. Le Premier ministre n'est pas un homme politique. Personnellement, à mon avis, ce n'était pas une très bonne idée pour les Guinéens. On a besoin de quelqu'un, justement, qui comprenne la chose politique pour parfois être une sorte de contrepoids à la prépondérance du président de la République sur le terrain politique. Mais là, il a mis un technocrate. Donc, je m'attendais logiquement à ce qu'il garde des barons quand même qui sont avertis sur le plan politique. Et à mon avis, c'est ce qu'il a fait. De l'autre côté, je vois également que les réseaux qui fonctionnent notamment entre les États-Unis, notamment la Grande-Bretagne avec la fondation Tony Blair et puis la France, que ces réseaux-là ont parfaitement bien fonctionné. Parce que si vous observez les nouveaux entrants, pratiquement tous, en réalité, représentent une de ces chapelles-là. Quand vous prenez les finances, c'est tout droit la fondation Tony Blair, il ne faut pas l'oublier là. Donc, ces hommes-là, ces amis du président-là, qui sont loin ou qui sont proches, en réalité aujourd'hui, sont en train de prouver qu'ils ont la même mise sur le pays. D'où la nomination de Jack Diouf, encore une fois. Moi, je n'en décolère toujours pas, parce qu'on tord le cou à nos textes ici. Et c'est comme si on va essayer d'appeler Mohamed Camara, juriste qui va intervenir dans un instant dans cette émission. Allez-y, Abakar. Non, je voulais dire qu'on ne peut pas faire de procès d'intention au chef de l'État sur les critères sur la base desquels il a nommé ses ministres, ses nouveaux ministres, parce que quand on part du critère du bilan, Tamba le rappelait tantôt, le ministre, celui qui se retrouve aujourd'hui ministre du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat, qui n'a eu qu'un seul projet à conduire, il n'a même pas conduit à terme,
lorsqu'il était au ministère de l'élevage et des productions animales. On ne peut pas comprendre que ce monsieur se retrouve à la tête d'un département aussi important, que l'hôtellerie et le tourisme, un secteur qui a besoin vraiment d'être boosté, qui a besoin donc d'amélioration. Parce que si on part du postulat du bilan, je ne peux pas comprendre qu'un ministre comme Koutoubou Sano, qui a quand même un bilan assez élogieux, qu'il s'en aille du gouvernement. Mais j'ai commencé par dire qu'on ne peut jamais lire dans les intentions du président, on ne peut jamais lui faire de reproches pour avoir choisi ou débarqué tel ou tel autre. Mais il y a quand même des confirmations, celle du ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Talibi Silla, qui faisait un boulot formidable. Il y a aussi la confirmation du ministre de l'administration du territoire, Bourema Kondé. Ce sont quand même quelques gros barons qui sont restés. Et tout comme l'entrée de Dr Mohamed Djane, qui sort du palais Sékou Touré et qui donc hérite du ministère de la Défense. C'est un homme très proche du président, un homme de confiance du président. Donc on comprend là qu'il n'a pas voulu mettre n'importe qui au ministère de la Défense. Il y a aussi, dernier fait à signaler, l'arrivée d'Abdoul Kabele Kamara au ministère de la Sécurité. On sait qu'il y a une valse de ministres à la tête de ce département, mais Kabele qui a apporté des résultats au niveau d'une partie, d'un pan de la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. Il était important qu'il aille du côté de la sécurité, du pan sécurité, pour parachever ce travail. Voilà, en direct chez les juges. Mohamed Kamara, Djibril Kamara. Les grandes gueules. Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour M. Djibril, bonjour à tous les auditeurs d'Espace FM. Vous avez publié récemment une tribune dans laquelle vous vous insurgez contre la nomination de 2 représentants et vous dites dans cette tribune que ces nominations risquent de créer des quiproquos juridiques. Expliquez-nous-en. Voilà, vous faites bien de le dire parce que d'abord je commence par présenter mes vœux si vous le permettez. Tous les auditeurs, je souhaite que cette année procure à tous les auditeurs tout ce qui a trait au bonheur ainsi qu'aux personnes qui vous sont chères et beaucoup de stabilité au niveau du pays. Bon, vous savez, en matière de tribune, je fais le plus souvent et je suis très heureux d'ailleurs que certains, ça inspire certains, mais cette fois-ci dans le camp négatif. Mais il est important d'indiquer que quand on est dans les domaines au niveau de notre pays, chacun doit faire sa capacité pour que le pays puisse avancer. Et il a fallu, par exemple, qu'il y ait une remarque de votre part au niveau du ministère de la Réconciliation nationale pour que la proposition qui a été faite par le Premier ministre puisse être changée en lieu et place. Et on a mis, par exemple, l'unité nationale et la citoyenneté. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, au sujet de la tribune, j'ai bel et bien dit que c'est 2 décrets qui posent juridiquement problème. Voilà. Je vais parler d'illégalité, j'ai parlé de 2 problèmes d'incomplétude. Parce que le premier décret, il est incomplet. Et même le titulaire l'a confirmé pour dire, il reste encore à discuter. Je rappelle qu'avant de créer un poste, il faut voir la structure d'abord. Avant de mener la personne, il faut voir la structure. Et avant que je ne fasse n'importe quel type de tribune, je fais toujours des résolutions de problèmes à la base, en envoyant des textos, en envoyant des mails. Et quand je sens que toujours ça persiste, et puis je me décharge au plan universitaire. Et donc le décret, il est incomplet. Parce que la compétence matérielle n'apparaît pas et la compétence sectorielle n'apparaît pas. Je rappelle que le président de la République a un représentant au niveau des institutions de la République ici. Et il y a un décret au niveau de la présidence qu'on appelle le décret numéro 132 qui a été pris le 12 décembre 2012 qui montre la structure même du gouvernement pour dire quels sont les services, les directions, les services rattachés, etc., etc. Donc c'est un peu ce qu'il fallait indiquer parce que s'il n'y a pas cette précision, ça peut créer ce qu'on appelle des conflits d'attribution et des conflits de compétences. Et le chef de l'État va être obligé à tout moment d'arbitrer entre des personnes qui pensent déjà que c'est une sorte de vice-président alors que c'est pas un vice-président, c'est quelqu'un qui est commis à une tâche. Et en matière de nomination, le pouvoir de nomination l'emporte automatiquement sur le lien de subordination. Le deuxième inconvénient qui est attaché à tout cela, c'est que il faut clarifier qu'au niveau des formations politiques, contrairement aux bénéficiaires de ce décret qui minimise le poste de député, quand vous prenez les articles 132, 144 et 145 de la loi électorale, que certains appellent code électoral, est incompatible, c'est clair. Et dans les 8 jours qui suivent la décision de validation, celui qui était sur la liste nationale là-bas va quitter. Ça a été le cas de M. Kasseri, par exemple, pour que le jeune adulte puisse venir. Donc c'est comme cela pratiquement. Maintenant, pour le deuxième cas,
il y a que personne n'est contre que les compétences arrivent au niveau de la Guinée. Et d'ailleurs, c'est un Sénégalais qui a été, M. Abdou Dieng, au niveau de la coordination post-Ebola, au niveau de la primature. Mais il y a un M. Dieng, je veux dire M. Dem, qui est au niveau de la présidence, sur la question juridique, qui fait son boulot. Et donc, ça ne fait pas de crise. Mais quand c'est au niveau d'un poste aussi stratégique, au niveau étatique, ça pose un problème, même la question stratégique. Parce qu'au-delà de tout, quand vous prenez les lois à partir de 1990, ça a coulé dès 2001, à travers ce qu'on appelle les lois 028 et les 029, c'est-à-dire qui portent sur le statut de la fonction publique, mais aussi qui portent sur les principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures de services publics. Il est vrai que quelqu'un peut ne pas être fonctionnaire, mais bénéficier d'un poste politique. Par exemple, un ministre peut ne pas être fonctionnaire, il peut être pris dans le secteur privé. Mais nommer quelqu'un jusqu'au niveau d'un conseil spécial, juridiquement, pourquoi le législateur a été contraignant, même pour le fonctionnaire à la base, il faut qu'il soit de nationalité guinéenne, à plus forte raison quand c'est un conseil spécial. Parce que même stratégiquement, c'est ce qui a imposé au législateur d'être regardant vis-à-vis de la sauvegarde de l'intérêt de la nation pour l'élan patriotique, dans un contexte où les pays peuvent jouer à ce qu'on appelle des cureurs de leadership, des intérêts en jeu divergents, des rapports de force en présence. Il a fallu, par exemple, qu'il y ait Ebola pour que certains pays ferment la frontière au niveau de la Guinée. Donc ça, c'est des exemples basiques pour dire que pour protéger la mémoire institutionnelle et des données sensibles de l'État, il est important que l'on nomme la personne comme consultant attitré de M. le Président de la République aux frais de la République avec des CDR, et puis pour qu'ils agissent concrètement. Maintenant, prendre un décret pour nommer un ministre par rapport à cela, par le passé, ça se faisait pourquoi? Parce que la Guinée, après son indépendance, était obligée de faire appel à un certain nombre de compétences. Mais depuis 2001, il y a eu des réformes. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour faire avancer le pays au fur et à mesure. Quand il y a des remarques qui sont faites, si ce n'est pas corrigé, il faut éviter que ça ne se répète. Il y a par exemple, pour terminer, la question des ministères. À un moment donné, il y avait des ministres qui faisaient passer ce qu'on appelle ministère d'État. Alors qu'il n'y a pas un ministère d'État. Il y a des ministres d'État, il n'y a pas un ministère d'État. Il y avait fait une tribune, cette fois-ci silencieuse, pour adresser à ces ministres d'État-là, et de façon silencieuse, ils ont changé l'intitulé carrément de leur correspondance à ce niveau. C'est comme cela avec des députés un peu partout. Quand des députés veulent bouder l'Assemblée nationale, des députés de l'opposition ou de la mouvance m'appellent. Quand ils appellent, je dis non, vous boudez simplement, c'est pas bon, parce que vous aurez violé l'article 70. Maintenant, dès lors qu'ils disent, je fais tout ce que une tribune pour me décharger au plan universitaire. C'est comme cela que j'agis. Même pour la prestation de serment, monsieur Lamine. J'avais réalisé 3 interviews au niveau des médias publics. Qui a demandé à ce que l'on ne diffuse pas, ou bien c'est les gens en question qui avaient eu peur parce que j'avais pris une position qu'on ne sépare pas le serment de l'investiture. Alors automatiquement, ça a été bloqué. Alors que j'avais conseillé, je dis le jour de la prestation de serment, ce serait bon que M. le Président de la République prenne la constitution qui se trouve au niveau du secrétaire général du gouvernement qui est officiel et qu'il lise mot pour mot, parce que sans oublier un seul mot. Mais finalement, ça a été recalé 2 à la télévision, 1 au niveau de la radio nationale. Est-ce que c'est une instruction qui a été donnée pour ne pas diffuser? Oui. Si ça se diffusait au journal, ça allait être comme un conseil en avant-première. Mais il suffit simplement que tu dises non, voilà comment les choses doivent se passer pour qu'on dise non, ici c'est la Guinée. Et on ne peut pas vouloir d'une doctrine en renonçant à ses principes. Bien. Mohamed Camara en direct ce matin, je te le dis. En tout cas, Mohamed, merci beaucoup d'être intervenu ce matin chez nous. Merci beaucoup, Mohamed Camara. C'est un devoir et une pensée pour Moussa Moïse. Merci beaucoup. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, 1 minute avant de rentrer à l'antenne. Voilà, je pense que Mohamed, il a tout dit. Je pense que tout a été clair. Et il est revenu sur la nomination de Sidya Touré et de Jacques Diouf. Je commencerai par celle de Jacques Diouf, qui est un étranger. Cela ne pose pas problème, dont la nomination a été saluée par tous pour son
pour ses compétences avérées. En tout cas, moi je salue sa nomination. Il a été à la tête de la FAO, il a été diplomate dans bien des États au compte de son pays. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus faim. Hein. Oui, mais il y a sa nomination tord quand même le coup à nos textes de loi. Parce que quand vous prenez l'article 28 de la loi relative au statut de la fonction publique, il est dit qu'on ne peut pas être fonctionnaire si on n'a pas la nationalité guinéenne. Merci. Et Mohamed Camara a bien fait de le rappeler. Quant à la nomination de Sidia, je pense que je suis longuement revenu là-dessus dans la première partie de cette émission. C'est une nomination qui pose énormément de problèmes parce qu'il y a un problème d'attribution, mais aussi il y a un problème de rang protocolaire. Merci beaucoup. Allez-y. Je voulais pour finir dire que, parce que je parlais du ministre Thierno Ousmane, c'est pas de l'acharnement, mais c'est quand même un monsieur comme ça qui n'a aucun résultat, qui se retrouve dans la peau du ministre d'État, de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. C'est vraiment insupportable. Tout comme Oye Guilavogui qui donc garde ce statut de ministre d'État. Je pense que mais pour finir au niveau du ministère de la Pêche, vous avez vu cette instabilité quand même. Le ministre, le partant Jean-René Camara, qui était là, qui n'a même pas eu peut-être un an et qui s'en va. Avant lui, il y a eu Luceni, il y a eu Tata Vieux, etc. Donc il y a une instabilité et on va espérer que le nouveau qui arrive, André Loa, qui sort du secteur des mines également, qu'il puisse apporter quelque chose. On verra bien. Allez, Tamba, 30 secondes. Écoutez, l'erreur, humainement parlant, ce n'est pas de commettre une bévue, c'est de persister dans la commission de la même erreur. Il y a ce que M. Mohamed Camara, que nous avons écouté, a dit. Je pense que, pour être très bref, c'est de demander finalement au chef de l'État et à toutes les institutions concernées de prendre la mesure qu'il faut pour nous remettre dans l'ordre constitutionnel. Merci beaucoup, mon grand. Allez. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est peut-être chance à M. Tal, qui est juriste, qui se retrouve au ministère de l'élevage et trucs. Je vais lire un peu la remarque de quelqu'un qui disait que comment un juriste va pouvoir s'occuper des bovins, des caprins et des volailles. Non, c'est pour rigoler. Ouais, mais ça y est. Mais le ministère de l'élevage, c'est le ministère qui a toujours été oublié. Il n'y a pas de résultat là-bas parce que non mais les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, je souhaiterais m'en mettre Tal à un autre poste, mais je le vois. Non mais attendez, laissez-moi aller. Pourquoi au niveau des ça a échoué? Est-ce que le ministre Diallo là, il était compétent là-bas? Il n'était pas compétent. Mais vous pensez non, arrêtez. Il faut un technicien, un vétérinaire ou un truc, quelqu'un comme ça qui connaît bien les bestioles pour pouvoir s'occuper de ce ministère. Bah oui. Allez-y Moussa Moïse là. Allez-y Moussa. Allez-y. On verra bien. On va pas dicter des lois aux animaux. Ces personnes seraient à la tête de certains départements. Ces personnes ont fait de piètres résultats. Voilà, donc les exemples foisonnent. Ce que j'aimerais dire rapidement, j'aurais voulu vraiment poser une question au juriste Mohamed Camara, qui est quand même un juriste éclairé, qui nous a permis de comprendre que le serment du chef de l'État devrait être repris, et cela a été fait. C'est quand même de constater que Mamadi Diané, c'est un Guinéen. Il est conseiller spécial auprès du président Alassane Dramane Ouattara du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que cela... Il y a quand même des étrangers qui sont conseillers de certains chefs d'État. Est-ce que juridiquement, cela pose problème? Merci beaucoup. 50 secondes, Mohamed, pour clôturer. Lorsqu'on prend un décret pour nommer quelqu'un, ça signifie directement que tu es fonctionnaire, ou bien il y a des démarches préalables à engager pour être fonctionnaire. Merci Moussa. Allez-y Mohamed Mara. Allez-y Mohamed Mara. Voilà. Je rappelle simplement que chaque pays a sa législation, tout simplement. Mais moi, j'aimerais quand même rappeler, parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi un tel ministre est resté. N'oublions pas qu'il n'y a pas que le RPG Arc-en-Ciel qui soit présent au gouvernement. Aujourd'hui, l'UFR fait son entrée. Il y a l'UPR, il ne faut pas l'oublier. Certains ministres relevant de l'UPR également y sont. Vous pouvez ne pas être d'accord sur la personnalité de ces ministres-là, mais si leur parti estime que ce sont leurs meilleurs cadres, or, ces partis-là ont une alliance de gouvernement avec Alpha Condé, à mon avis, vous allez les y retrouver. Ce que moi je veux maintenant, je pense qu'on a fait trop de politique en Guinée. Les 5 prochaines années, franchement, il faut ouvrir de grands chantiers. Par exemple, on a besoin d'une nouvelle capitale. C'est ma folie. Voilà, Mohamed Mara. Grand merci à vous qui nous regardez à l'étranger. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.